Koh-Lanta, l'émission de survie qui captive la France depuis 2001. Animée par Denis Brognard, cette aventure télévisée, parmi d'autres, a permis de mettre en valeur les techniques de survie. Des stratégies, des moments de survie, le tout dans un paysage époustouflant. Mais derrière le spectacle, que valent vraiment les techniques de survie utilisées par les candidats? Il n'y a pas un stage de survie que j'organise sans qu'il y ait au moins une personne qui me demande « Mais Koh-Lanta, c'est du vrai ?» Se pourrait-il que les candidats soient plus préservés qu'il n'y paraît? Pour répondre à ces interrogations que certains se posent, j'ai décidé de consacrer une vidéo ou plusieurs sur l'analyse des techniques de survie de cette émission. Je vais pour ce faire rester le plus objectif possible en présentant les techniques utilisées qui fonctionnent et celles qui sont à améliorer. Pour te donner le plus de détails possible, j'ai décidé dans cette vidéo de ne me concentrer que sur l'épisode 1 de la dernière saison qui s'appelle La Tribu Maudite. Si jamais tu veux plus, tu veux d'autres vidéos sur le sujet, sur les autres épisodes, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je serai ravie de faire une autre vidéo dessus. Tu te demandes peut-être qui suis-je pour pouvoir analyser les techniques de survie de Koh-Lanta. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Clélia, je suis monitrice fédérale de survie. Depuis plusieurs années, j'anime des stages. J'ai formé plusieurs centaines de stagiaires aux techniques de survie. Tu t'imagines bien que je ne vais pas faire ça en direct de l'émission, même si ça aurait été sympa. La problématique, c'est que ma vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Je me suis arrêtée à certains extraits où on voit seulement les techniques de survie, mais attention, spoiler alert quand même, si tu n'as pas vu cette émission et que tu souhaites la regarder, tu n'auras bien sûr pas les gagnants, pas ceux qui sont sortis non plus, mais tu vas peut-être voir des techniques ou des bouts de jeu qui seront à l'image. Sur ce premier extrait de la première partie de l'épisode 1, en termes de techniques de survie, déjà pour la construction de leur abri, ils ont besoin de Y. Ils recherchent la matière pour pouvoir construire justement leur abri pour qu'il soit solide. Les Y sont une très bonne solution, une très bonne matière justement pour pouvoir faire une base solide d'un abri qui va tenir dans le temps. C'est une très bonne chose. La problématique, il y en a plusieurs, mais d'abord je vais m'arrêter sur la coupe à la machette. Donc la machette est un très bon instrument en jungle justement pour pouvoir couper du bois, faire des layons aussi éventuellement. Le problème, c'est qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser ce type d'outils, de couper du bois avec ce type d'outils, et surtout, ils n'ont pas forcément la bonne technique pour l'instant. Quand ils utilisent leur machette, ils vont avoir une coupe qui va être trop aléatoire. Ils font ça à proximité de roches. On sait très bien qu'un objet coupant dont le support de coupe va être un caillou ou alors le sol risque d'émousser la lame. C'est pour ça qu'on choisit toujours un billot de préférence en bois ou en tout cas quelque chose qui soit suffisamment solide mais qui soit aussi assez tendre, qui ne puisse pas émousser la lame. L'autre technique de coupe qui est utilisée aussi par l'autre candidat, ça va être une coupe à la volée, justement pour pouvoir ébrancher ou en tout cas effeuiller certains morceaux de bois. Le problème, c'est qu'il va pas avoir la bonne position, il va pas avoir le bon geste et il risque très sérieusement de se blesser. Donc pour les techniques de coupe, ce que je propose d'améliorer, c'est de prendre donc un billot plutôt en bois si possible, et pour la technique de coupe, au lieu de faire ça simplement avec le bras et en coupe droite et de manière aléatoire, on va peut-être utiliser une autre technique, comme la technique que j'ai pu montrer dans d'autres vidéos, où on utilise un marteau en bois ou de préférence plutôt qu'un caillou. Et on fait une coupe plutôt en V, ce qui va nous donner plus de précision et ce qui va nous faciliter la tâche pour justement s'économiser. Pour la coupe à la volée, il faut toujours que la lame, tu aies un mouvement à l'extérieur de tes points vitaux corporels, devant soi, ou toujours à l'extérieur de soi, mais derrière soi. Un dernier inconvénient ou une dernière problématique, ça va être la tenue vestimentaire.
Les gars, ils sont en jungle. De se balader torse nu, en short, avec des chaussures type basket qui tiennent pas forcément hyper bien la cheville, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Pour éviter de se faire piquer par certains insectes, ou d'éviter d'attraper des coups de soleil, ou d'éviter de s'écorcher, on va plutôt favoriser des vêtements à manches longues. Donc, chemise à manches longues légères, pantalon long, chaussettes et surtout chaussures assez hautes et qui tiennent bien la cheville. Deuxième extrait de cette première partie de l'épisode 1. Alors là, on est plutôt face à des réalités, dans la majorité. Le pandanus, effectivement, il vaut mieux le consommer bien rouge, donc bien mûr, parce que ça va être meilleur au goût. Tout ce qui va être tubercule, comme le manioc, effectivement, il vaut mieux le consommer cuit, parce que sinon, c'est complètement indigeste. Le truc sur lequel je voudrais revenir, ce n'est pas de l'amadou, la bourre de coco. En l'occurrence, c'est bien un initiateur de feu. Un initiateur de feu qui est plutôt utilisé pour la pierre à feu, ou alors qu'on peut utiliser pour une braise à mettre dans le nid pour pouvoir avoir sa flamme. Et puis, comme d'habitude, il faut montrer ses abdos absolument. Bon, on est encore sur la première partie de l'épisode 1. Il y a pas mal de choses à voir. Là, on est sur la construction d'abris pour la tribu maudite. Alors déjà, un inconvénient majeur, c'est les vêtements. Là, on voit bien qu'il y a beaucoup de feuilles sur le bord des chemins, des feuilles de jungle, et donc attention, le bord des feuilles de jungle coupe. Donc il ne faut pas encore se trimballer torse nu et sans manches longues. L'abri, c'est toute une histoire, l'abri. Au niveau des inconvénients, la faîtière, déjà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la faîtière, elle est trop haute. En plus de ça, elle se prend à la fois sur un palmier, ça qui est bien, mais elle se prend aussi sur des bananiers. Et on voit que le bananier, il penche. Le bananier, faut pas oublier que c'est une plante, que c'est pas un arbre. Donc c'est quand même hyper fragile. On peut rien faire tenir de très solide sur une plante. Au niveau de la fabrication aussi, de la structure, je ne sais pas pourquoi ils se sont compliqués la vie à essayer de mettre des perches coin à coin. En plus, avec une ficelle, on ne sait pas du tout comment elle a été faite et si elle est vraiment solide. Et les nœuds, bon, on voit que c'est entouré, hein, il n'y a pas vraiment de nœuds dessus. Donc niveau solidité aussi, j'ai un doute. Si on regarde les piquets de structure de soutènement de l'abri, il y a 2 cailloux qui tiennent de part et d'autre chaque perche, mais il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fondation de creuset. Donc là encore, au niveau de la solidité, c'est à revoir quand même. Le fameux couchage au sol. On est en jungle et potentiellement il peut y avoir des insectes qui piquent dans le sable. Et en plus de ça, sur le sable, c'est beaucoup plus froid parce qu'il n'y a pas d'isolation. Je reviendrai dessus, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Bon, le toit. Est-ce qu'il faut que je parle du toit? Je sais pas si tu as vu, mais le toit, bon, il y a un toit avec quelques feuilles, mais il n'a pas l'air d'être très étanche. Donc s'ils se prennent une saucée, ils vont avoir froid. L'humidité renforce le facteur froid. Comme ils dorment au sol, et ils ont mis juste quelques feuilles au sol pour s'isoler, mais en vrai, ça isole pas du tout. Il faudrait une couche plus importante de feuilles pour que ça permette de s'isoler. Bon, des pistes à améliorer, du coup, j'en ai donné quelques-unes. À défaut d'avoir des arbres, on peut prendre 2 ou 3 Y pour pouvoir faire des poteaux qui vont maintenir en fait une faîtière et qui va être suffisamment solide. Des Y, il y en a plein, hein. On est en jungle, donc normalement il y a de la matière. La faîtière qu'ils ont utilisée, enfin le bois qu'ils ont utilisé pour faire la faîtière, c'est du bambou. Le bambou, c'est très solide, certes, mais il faut quand même s'assurer de sa solidité avant de l'utiliser comme faîtière, parce que ça va soutenir quand même toute la structure de l'abri. Le bambou, c'est quand même assez flexible. Je sais pas si tu as vu, mais il y a un des candidats qui est passé debout sous la faîtière.
la faîtière est beaucoup trop haute. On va prendre comme repère pour positionner la faîtière à la bonne hauteur au niveau de la hanche de la personne qui est plus grand et qui dort sous l'abri. S'il ne pouvait pas se prendre justement sur le palmier, à ce moment-là, il trouve des Y pour pouvoir abaisser en fait cette faîtière. La nuit, il peut faire très froid, surtout avec l'humidité ambiante qu'il y a. Il vaut mieux faire un abri beaucoup plus petit. Ils vont dépenser moins d'énergie à créer leur structure, ils dépenseront moins d'eau et ils dépenseront moins de calories. La structure du toit doit toucher le sol. Je sais pas pourquoi ils sont venus mettre des piquets coin à coin avec la structure de la faîtière là, du toit. Il vaut mieux que pour se faciliter la vie, le toit touche directement le sol. Pour les perches de soutènement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux faire des vraies fondations, c'est-à-dire creuser des trous suffisamment grands, profonds, mettre des cailloux dedans, mettre de la terre et bien tasser. Pour le couchage, justement, au lieu de faire un couchage au sol quand on est en jungle, il vaut mieux prioriser et mettre un couchage en hauteur. On s'isole des bêtes dans le sol. Donc ça peut être des mouches, ça peut être des araignées, ça peut être des scorpions. Si ils ont des piqûres, ils vont se gratter, ça va créer des plaies et ça va être difficile à cicatriser. Donc autant dormir en hauteur. Sur le toit, il faut que le toit soit étanche. Et pour que le toit soit étanche, il faut absolument mettre une grosse couche de feuilles. Il faut absolument que le toit soit étanche. Si on dort au sol, à ce moment-là, on fait une bonne litière de feuilles. On ne met pas 3 pots feuilles directement sur le sol. On fait une grosse couche de feuilles, comme pour un matelas, pour pouvoir s'isoler de la conduction du sol et du coup ne pas avoir froid, en même temps pour que ce soit plus confortable. Comme dans toutes les émissions de Koh-Lanta ou ces émissions de survie, il y a toujours une personne qui veut se positionner en tant que leader. Le problème des leaders, quand on n'a pas les compétences pour une tâche dans laquelle on va diriger les autres personnes, ça va mal être interprété et vous n'allez pas avoir de l'autorité qui va être reconnue par tous. Et ça va créer des tensions. Deuxième partie de cet épisode 1. Le premier extrait, ça va être justement la construction d'abris chez les jaunes. Et là, Frédéric se positionne en leader naturel, puisqu'il a déjà fait Koh-Lanta, donc il s'y connaît dans la création d'abris. Ça ne crée pas de tension au sein de l'équipe. Le deuxième avantage, c'est comme il a déjà fait des abris auparavant sur Koh-Lanta, il sait très bien qu'il faut faire des fondations. Et là, les fondations, elles sont très profondes. L'inconvénient majeur, Jacques, quand il va creuser le trou des fondations, ou les trous des fondations, c'est qu'il va utiliser ses mains. Et la problématique, c'est que dans le sol, on ne sait pas ce qu'il y a. Il peut y avoir des insectes, mais il peut y avoir aussi des minerais saillants, ou alors des coquillages saillants et coupants aussi. Et si ça fait des plaies, on sait que c'est difficile à cicatriser. Et donc, la piste d'amélioration qui paraît assez naturelle, il y a des bambous partout. Et comme il y a des bambous, ils peuvent très bien utiliser un bambou, le couper en deux, le couper dans sa longueur aussi, et ça leur fait une pelle. Bon, dans ce nouvel extrait, qu'est-ce qu'on voit? Donc, comme point fort, c'est qu'il y a potentiellement de la canne à sucre qui a été trouvée. Et en effet, c'est bien de la canne à sucre. Le point faible, c'est que sur cette canne à sucre, les feuilles, elles sont quand même bien fatiguées. Donc, je sais pas depuis combien de temps elle est là, mais bon, après, ça n'altère en rien le goût. Mais c'est juste qu'elle est très fatiguée quand même. L'autre point faible, c'est que si on a un doute, et ça on le dira jamais assez pour les plantes, c'est que si on a un doute sur une plante, on ne la goûte pas. Et donc les pistes à améliorer, ou la piste à améliorer en l'occurrence, ça va être de bien faire confirmer en fait que c'est bien de la canne à sucre à quelqu'un qui sait.
Bon bah voilà typiquement ce qu'il y a à dire là sur cet extrait-là. Ils vont avoir froid parce qu'ils dorment pas collés et qu'ils n'ont pas de feu. Et la priorité, c'est effectivement gérer sa thermorégulation. Donc d'abord, c'est abri, feu. Bon bah voilà, comme j'avais dit, ils ont eu froid parce qu'ils dorment au sol, ils dorment pas collés et ils ont pas de feu. Donc la nuit pourrie. Dans ce nouvel extrait, premier truc qui va pas, c'est la position du couteau et surtout la découpe du couteau sur la malle. Idéalement, il aurait mieux valu prendre un marteau pour pouvoir taper et faire la technique de fendage au couteau plutôt que de faire ça avec sa main. Donc pas hyper safe. Le singe, alors peut-être qu'on peut piéger un singe mais c'est pas très facile et je sais pas s'ils ont le droit, mais ça ferait une bonne source de protéines. La malle doit être fermée, verrouillée parce qu'il y a des animaux sauvages et en l'occurrence le singe est attiré par la nourriture donc effectivement il aurait pu ouvrir la malle. Donc la prise de conscience aussi de tout mettre ses affaires en sécurité est très importante, surtout dans une jungle où on sait pas quel type d'animaux peuvent être attirés aussi. Et là vient la bonne connaissance des nœuds. La technique de feu maintenant pour la tribu rouge. Bah déjà, ils ont une très bonne technique de feu par friction avec des bambous. Bonne position, bonne préparation, on voit qu'ils ont la technique. Le deuxième point fort, c'est qu'ils ont utilisé une planchette courte mais suffisante. Ils ont pensé aussi à mettre une petite brindille pour maintenir l'initiateur de feu, et ça, c'est une très bonne idée. Comme initiateur de feu, ils ont utilisé de la fibre de bambou et pour faire le nid, de la bourre de coco. C'est typiquement ce qu'il fallait faire, parce que la bourre de coco, à part avec la pierre à feu, pour pouvoir faire une braise, c'est pas hyper efficace. La fibre de bambou, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour pouvoir récupérer la braise quand tu es sur ce type de feu par friction. L'autre point fort que j'ai vu, c'est que dès qu'ils ont eu la braise, ils se sont mis tout de suite à l'abri du vent, derrière la caisse. Les points faibles, en revanche, à mon sens, l'amplitude de leur geste est beaucoup trop courte. Ils pouvaient utiliser plus de surface de bambou pour pouvoir avoir une amplitude plus grande et moins se fatiguer. Ils ont qu'une seule planchette alors qu'ils sont très nombreux. L'autre point faible, c'est que leur stock de bois n'était pas prêt, comme si ils s'attendaient à ne pas réussir le feu. Un dernier point faible que j'ai pu voir, quand ils soufflent pour pouvoir entretenir la braise et faire une flamme, ils soufflent en direction de la caisse et donc à l'opposé du vent, donc ils ont un retour de fumée. Ce que je conseillerais pour améliorer leur technique, qui est toutefois très satisfaisante déjà, en plus ils ont réussi assez rapidement à faire du feu malgré tout, ils auraient pu penser à faire plusieurs planchettes pour pouvoir faire des binômes. S'ils sont 3 binômes, ils mettent 3 planchettes et donc il y a 3 fois plus de chances d'allumer un feu. Ils auraient pu anticiper au préalable le feu, donc en choisissant l'emplacement, et surtout en faisant le stock de bois aussi pour pouvoir démarrer le feu une fois qu'ils avaient la flamme. Et enfin, bien penser à souffler dans le même sens que le vent et pas à l'opposé.
Bon, à la tribu jaune maintenant de faire du feu. Au début, Frédéric, il a une bonne technique. Il a une courte planchette mais suffisante. Il a cette petite brindille pour maintenir l'initiateur de feu. Il a une bonne amplitude de mouvement. L'autre point fort qu'on voit dans la vidéo, c'est qu'ils se sont rendus compte, un peu trop tard, mais ils se sont rendus compte que le bois était flotté. Et comme il est flotté, il est saturé en sodium et donc du coup, il est inifugé. Et donc l'autre point fort, c'est qu'ils vont changer de bambou. Au niveau des points faibles, comme initiateur de feu, ils utilisent que de la bourre de coco. Or, comme j'ai dit auparavant, la bourre de coco, c'est bien pour le nid, mais par contre, ce qu'il y a de mieux comme initiateur de feu pour pouvoir récupérer la braise, ça va être la fibre de bambou. Ça aurait été peut-être plus facile d'utiliser que de la fibre de bambou. Fabrice, quand il récupère le feu par friction, il a une amplitude qui est beaucoup trop rapide et qui est beaucoup trop courte au niveau de ses gestes. Donc, il dépense beaucoup plus d'énergie et ça fonctionne un peu moins bien. On voit que quand Fabrice il le récupère, le bambou, il est trop fin parce qu'il est usé. Je pense que ça n'a pas été leur première tentative. Donc, à force d'essayer et de réessayer, forcément, ça s'affine et puis ça casse. Ils se sont rendus compte un peu trop tard qu'effectivement c'était du bois flotté. Au niveau des points d'amélioration, s'ils utilisaient de la fibre de bambou, ça aurait mieux fonctionné. Et avec une amplitude de geste plus importante, ça aurait été plus facile. Alors juste, je voudrais revenir sur un autre petit point fort, c'est qu'effectivement quand ils vont chercher le deuxième bambou, ils ont trouvé du manioc. Par contre, le manioc, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a été cultivé et qu'il a été planté, mais en tout cas, les feuilles, elles sont sacrément fanées. Bon, sur la deuxième partie du feu, pourquoi ils ont changé de technique? Alors, ils ont un nouveau bambou. Bon, on va rester sur les points forts pour l'instant. Ils ont une meilleure amplitude de geste. À deux, ils s'économisent, certes, mais il y a un désavantage. C'est l'usure de leur deuxième bambou qui va leur permettre de réussir à faire le feu. En effet, vu que le bambou sera plus usé, on va avoir un trou qui va être plus grand, donc un plus grand appel d'air, et surtout, ça va réduire la hauteur du bambou par rapport à l'initiateur de feu, donc ça va concentrer la chaleur, et du coup, c'est ce qui va leur permettre de réussir le feu. Lorsqu'ils ont la braise, Fred souffle dans le sens du vent, il le dépose tout de suite au lieu qu'ils avaient préparé au préalable, et en plus de ça, ils avaient déjà fait leur stock de bois. Les points faibles. Cette nouvelle technique, avant que le bambou ne soit usé, il y a une certaine obstruction par rapport à la braise. Il n'y a pas suffisamment d'espace dans la fente pour créer un appel d'air suffisant. Et du coup, le fait qu'il soit sur la table, ça va obstruer ce trou. Donc, ils vont pas réussir à faire la braise. En tout cas, dans un premier temps. Le bambou est beaucoup trop grand. Et ils pensent qu'avec cette technique, en se relayant, à plusieurs, effectivement, comme je disais, ils s'économisent, mais par contre, leur synchronisation, et donc du coup, ils perdent du temps et ils perdent de l'énergie. Ce que je leur conseillerais, ce serait plutôt de rester sur la première technique que Fred montrait au départ. En plus, lui a déjà fait Koh-Lanta, donc il a la technique. Ils auraient mieux fait de rester sur cette technique-là.
Dans cet extrait, je vais revenir sur les abris, que ce soit l'abri feu ou que ce soit l'abri pour dormir. Les points forts. Déjà, la structure semble un peu mieux faite. En tout cas, mieux partie. Il y a bien des Y, il y a bien un simple appentis. Si la traverse la plus haute sert pour juste étendre le linge et le faire sécher, ok, et que la traverse du milieu est le point de référence pour pouvoir s'abriter en dessous, ok aussi. Par contre, les points faibles, déjà, il n'y a pas d'abri pour le feu. Donc ça, s'il commence à rincer, il n'y aura plus de feu. Sur l'abri pour dormir, il n'y a pas de toit encore. Il faut toujours partir du principe qu'il risque de pleuvoir, surtout dans des zones comme celle-là. Dans les zones de jungle, il peut pleuvoir à une vitesse et à une quantité très importante. Si on part pas sur le principe que la traverse la plus haute est juste pour le linge, alors à ce moment-là, l'abri est beaucoup trop haut. La faîtière est beaucoup trop haute. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le ramener à la hauteur de la hanche de celui qui est le plus grand et qui dort dessous. Ils sont encore également, eux aussi, sur du couchage au sol. Ça, s'il y a bien un truc à ne pas faire en jungle, c'est dormir au sol. La litière est quasiment inutile, il n'y a aucune épaisseur, et autrement, l'abri, en plus d'être trop grand, il est beaucoup trop long. Ce que je conseillerais, déjà, pour maintenir le feu, c'est de créer ce qu'on appelle un ascenseur à bois pour pouvoir entretenir le feu, que ça se fasse presque automatiquement. Si tu veux que je fasse une vidéo dessus pour te montrer comment on fait un ascenseur à feu, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te ferai une vidéo sur le sujet. Il faut de toute façon prévoir un abri pour le feu, au même titre qu'il faut absolument que le toit soit étanche. Et là, il est loin d'être étanche. Donc il faut absolument prioriser et faire le toit de l'abri parce que s'ils rincent cette nuit, la nuit en l'occurrence, là, ils vont être trempés, ils vont avoir froid. Mettre un couchage en hauteur serait la meilleure des solutions. Faire un abri plus petit et plus bas aussi. Et enfin, pour être sûr que le feu fonctionne bien et qu'on ne soit pas obligé de le réalimenter en permanence, peut-être prioriser et essayer de choisir du bois qui va être beaucoup plus dense. Tu peux choisir du bois mort qui est lourd, il va être plus dense, alors que le bois mort et léger, il va pas être très dense, il va pas tenir très longtemps. Dans ce nouvel extrait, je vais commencer par le gros point fort, il y en aura un autre, mais celui-ci en l'occurrence, parce que j'aurais rien à dire dessus, c'est la pêche. Thibaut est parti à la pêche, il utilise le dos de sa machette pour pouvoir taper les oursins sur les cailloux, donc il ne risque pas d'émousser sa lame. Donc ça, c'est parfait. Et en plus de ça, il a pris l'initiative justement d'aller chercher sur les rochers s'il n'y avait pas de la nourriture. Ensuite, on va parler de l'abri. On va revenir un tout petit peu sur l'abri. Les points forts de l'abri, c'est que ça y est, ils se sont attaqués au toit. Ils ont utilisé des feuilles de palmier, ce qui est très bien. Et ils commencent par les installer en bas et ensuite ils remontent petit à petit. Le point faible majoritaire, ça va être l'orientation des feuilles de palmier. Ils les orientent à l'horizontale au lieu de les mettre à la verticale, notamment pour l'écoulement de l'eau. Et donc l'unique point à améliorer, c'est justement de réorienter ces feuilles de palmier. Sur ce dernier extrait, et ce sera le dernier extrait du premier épisode de Koh-Lanta que j'ai analysé, les filles sont en train de faire du tressage avec des feuilles de palmier, donc ce qui est une très bonne initiative, mais par contre, je ne sais pas si ça va servir pour le toit ou si ça va servir pour le couchage. Sans prendre compte du montage qu'il y a déjà d'organiser sur la vidéo Koh-Lanta, sur cette émission-là, on peut déjà voir que les techniques de survie, pour certaines, sont très réalistes. Par contre, il y a beaucoup de points qui sont à améliorer. Si tu as des questions, parce que j'ai parlé de différentes techniques de survie pendant cette première émission, si tu as des questions sur d'autres techniques que tu aurais pu voir et que moi j'ai omis, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire si cette vidéo t'a plu et si ce contenu te plaît et si tu veux que je refasse des vidéos, peut-être analyse de chaque épisode.